Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Journal. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et directeur d'Elnet Israël. Ça a frappé dans la matinée massivement Téhéran, en particulier des centres de commandement des gardiens de la Révolution et des Bassidji, la police politique du régime islamique. Des raids ont également visé les routes d'accès au site d'enrichissement d'uranium de Fordo, bombardé hier par l'armée américaine. Démarrons peut-être avec ce dernier point, Emmanuel Navon. Est-ce que vous avez été surpris par la décision de Donald Trump et en quoi modifie-t-elle, selon vous, l'équation stratégique dans la zone? Je pense que l'intervention militaire américaine était devenue quasiment inévitable après les succès militaires israéliens. Parce que n'oubliez pas que dès l'instant où le gouvernement israélien a pris la décision de frapper les infrastructures nucléaires et militaires de l'Iran le 13 juin, une décision que je salue, une des décisions les plus importantes dans l'histoire de notre pays, dès l'instant où, heureusement, ou bien heureusement, ces frappes sont devenues un succès, il était devenu difficile pour les États-Unis de rester en retrait. Pourquoi ? Eh bien parce que Israël avait réussi effectivement à donner un coup très dur à l'Iran, mais Israël ne pouvait pas seul complètement anéantir le programme nucléaire iranien. Et donc cela laissait aux États-Unis finalement deux possibilités. Soit laisser Israël seul, en ayant uniquement la capacité du point de vue d'Israël de repousser le seuil nucléaire iranien, ou bien intervenir pour vraiment donner le coup de grâce qui a été donné. Et donc la décision américaine est tombée. Je pense qu'elle ne serait pas forcément tombée sous un autre président américain. Il est clair que Donald Trump a pris cette décision que ses prédécesseurs n'avaient pas prise, et que, bien heureusement, il n'a pas non plus bloqué la décision d'Israël d'aller de l'avant seul le 13 juin. Donc nous vivons véritablement des jours historiques sans précédent dans l'histoire de notre région, dans l'histoire d'Israël et dans le système international. Est-ce que, Emmanuel Navon, c'est la réussite militaire assez exceptionnelle de la campagne militaire depuis son début vendredi dernier qui explique pourquoi Trump a finalement résisté à son aile la plus isolationniste quand on pense à son vice-président J.D. Vance ou à la directrice du renseignement américain Tulsi Gabbard? Alors, il y a effectivement une certaine branche isolationniste, d'abord dans le Parti républicain et également autour du président Trump. Mais il ne faut pas non plus exagérer l'isolationnisme de J.D. Vance. C'est vrai qu'il s'oppose aux aventures militaires, mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence très significative entre une intervention militaire sur le terrain, c'est-à-dire les interventions, par exemple, des États-Unis, évidemment, dans le passé au Vietnam, mais plus récemment en Afghanistan et en Irak, et des frappes ciblées. Ce sont des choses différentes. Et d'ailleurs, les frappes ciblées n'exigent pas une déclaration de guerre, une autorisation du Congrès américain. Ce sont des décisions qui reviennent au président. Il n'y a pas là de risque d'embrasement, ou en tout cas certainement pas d'embourbement pour les États-Unis. Et par conséquent, dès l'instant où les États-Unis se sont limités à des frappes ciblées, eh bien, même les isolationnistes avaient très peu à redire. Pas de risque, y compris, Emmanuel Navon, si les Iraniens ciblaient dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines des sites américains au Moyen-Orient, notamment des bases militaires? Ce serait complètement suicidaire de la part des Iraniens, et ce serait une folie de leur part de commettre une telle erreur. C'est-à-dire que si les Iraniens veulent vraiment que leur sort soit similaire à celui de Carthage, sous l'Empire romain, ils n'ont qu'à faire cela. Ce serait de la folie. Il faut bien comprendre qu'au stade où nous nous parlons, l'Iran, la République islamique d'Iran, a essuyé une défaite militaire écrasante. Et que si jamais Khamenei et ou son entourage commettaient l'erreur de cibler des bases militaires américaines ou simplement des cibles américaines, la réaction des États-Unis serait dévastatrice. Donc je ne pense pas que ce risque existe, puisque comme je l'ai dit, ce serait tout à fait suicidaire pour l'Iran. Par ces frappes américaines hier à Fordo, Natanz et Ispahan, Donald Trump a
recrédibiliser la dissuasion américaine, notamment face à d'autres puissances qui suivent évidemment de très près cette crise. Je pense notamment à la Chine et au risque de blocus de Taïwan. Non, il faut différencier entre cette opération militaire américaine et la crise de Taïwan. Il est clair que Xi Jinping a l'intention de forcer la réintégration de Taïwan sous le régime communiste de Beijing, soit par la guerre, soit par un blocus maritime. Est-ce que les États-Unis défendront Taïwan? C'est un point d'interrogation, on ne le sait pas. Mais pour les États-Unis, il est très différent de prendre le risque d'une guerre avec la Chine pour l'île de Taïwan et empêcher que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Ce sont deux sujets complètement différents. Un Iran nucléaire représentait un danger également pour les États-Unis, puisque cela aurait donné à l'Iran une force de dissuasion qui lui aurait permis, par exemple, de fermer les détroits de Hormuz, de surarmer ses proxys dans la région sans peur de représailles, et évidemment de mettre en place son programme d'élimination d'Israël. Donc il y avait un intérêt américain très clair à empêcher que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. En revanche, y a-t-il un intérêt américain très clair à ce que Taïwan ne soit pas réintégré dans la Chine communiste? Là-dessus, il y a un véritable point d'interrogation. Restons sur le nucléaire. Emmanuel Navon, le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, estime aujourd'hui que les dégâts des frappes américaines à Fordo sont importants. Je rappelle qu'Israël a de nouveau frappé Fordo tout à l'heure. Il réclame également un accès au stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran, précisément les 400 kilos qui sont enrichis à 60%. Qu'est-ce qui pourrait contraindre désormais l'Iran d'accepter ce qu'il a toujours refusé, à savoir la fin de l'enrichissement de l'uranium sur son territoire? D'abord, au stade où nous parlons, la capacité de l'Iran de reprendre son programme nucléaire sont extrêmement limitées, puisque la plupart des scientifiques du nucléaire iranien ont été éliminés, que les structures elles-mêmes ont été détruites ou très fortement endommagées. Même si on parle, Emmanuel Navon, on ne l'a pas encore dit à nos auditeurs, d'un autre site qui serait lui aussi profondément creusé dans les roches montagneuses, à Kou-Ekolangazla. On en parle depuis quelques heures, donc on n'a pas tout à fait le total périmètre visiblement du programme nucléaire iranien de cette installation. Certes, mais il a été très fortement endommagé. Oui. Et à ce stade, les Iraniens sont véritablement leur position vis-à-vis du seuil nucléaire a été repoussée de façon très significative. En ce qui concerne l'uranium enrichi à plus de 60%, il est évidemment indispensable de mettre la main dessus. Il est clair que les Iraniens ne vont pas remettre cet uranium enrichi à l'Agence internationale pour l'énergie uniquement parce que son directeur le demande poliment ou envoie un email à Khamenei. Ce sera uniquement sous la contrainte et sous la menace que l'actuel gouvernement iranien ou un autre gouvernement iranien accédera à une telle exigence, d'où l'importance de la crédibilité de l'option et de la menace militaire qui vient d'être confirmée et sur laquelle on pouvait douter jusqu'à l'intervention militaire israélienne et américaine. Emmanuel Navon, je rappelle que vous êtes notre invité, que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et directeur d'Elnet Israël. Quelles sont les cibles auxquelles Je ne suis plus directeur d'Elnet, simplement. Je ne suis plus directeur d'Elnet, je précise. Précision notée. Quelles sont les cibles auxquelles pourrait s'en prendre désormais la République islamique d'Iran, outre une résurgence attendue, on y a encore assisté ce matin, des frappes contre Israël. On évoque, vous le disiez, une possible fermeture ou un minage du détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Ça pourrait notamment gêner un partenaire comme la Chine pour l'Iran. C'est pour ça que ça n'aura pas lieu, puisque les Iraniens ne fermeront jamais le détroit de Hormuz parce que leur maître chinois ne le veut pas. Il faut bien comprendre que c'est grâce à la Chine que le régime des Mollahs a réussi à tenir économiquement en dépit des sanctions économiques américaines, que l'économie chinoise dépend beaucoup de ses importations pétrolières et gazifières du Proche-Orient et qu'il n'est pas question pour Beijing que l'Iran commette la folie de fermer ou de tenter de fermer le détroit de Hormuz. Xi Jinping, le président chinois, a des moyens de pression énormes sur ce qui reste du gouvernement iranien et tout simplement la Chine n'acceptera jamais
une telle mesure qui porterait atteinte à ses intérêts économiques. Et du coup, quelles sont les pistes de riposte dont disposerait aujourd'hui l'Iran? Quelles sont les pistes préférentielles? On pourrait évoquer évidemment également le recours au terrorisme. Ce recours au terrorisme, il a lieu déjà depuis plus de 40 ans, puisque dès son installation, la République islamique iranienne a commis de nombreux attentats contre des cibles occidentales, israéliennes et juives à travers le monde, pas seulement au Proche-Orient, mais également en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Mais encore une fois, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir détecter la source de ces attentats. Donc si jamais l'Iran se remettait à commettre des attentats à travers le monde similaires à celui, par exemple, de la bombe qui avait été placée dans le centre communautaire juif de Buenos Aires en 1994, eh bien, le Mossad et la CIA pourraient très facilement identifier la source de ces attentats et l'Iran paierait un prix énorme. Donc, en réalité, aujourd'hui, le régime iranien n'a pas véritablement d'option. Il peut soit capituler, soit tomber. Et donc, toute tentative de représailles de la part de l'Iran se heurtera à une réaction aussi bien israélienne qu'américaine qui serait dévastatrice pour l'Iran. Et ces frappes israéliennes, pour terminer, du jour à Téhéran contre les Pasdaran, mais aussi contre les Bassidis, mais aussi frappes symboliques contre la prison politique d'Evin. La fragilisation et peut-être même la chute du régime vous semble à la fois être une hypothèse de travail crédible, d'une part, et pertinente, souhaitable, d'autre part, Emmanuel Navon, pour Israël? Alors, pour Israël, il n'est pas question de rentrer dans une guerre d'usure. Il est clair que nous parlons de la fin des opérations militaires d'ici 2 ou 3 jours, c'est-à-dire que l'opération militaire d'Israël en tout aura pris 2 semaines. Nous sommes en train d'achever nos cibles militaires et également les cibles du régime en Iran. Et l'estimation est qu'après 2 semaines de bombardements massifs, l'Iran aura perdu ses capacités de tirer des missiles vers Israël, de développer son programme nucléaire, et que les centres du pouvoir de la République islamique auront été soit anéantis, soit très fortement endommagés. La question qui se posera ensuite, évidemment, est de savoir s'il y aura un changement de régime. Est-ce que, véritablement, en dépit de cette humiliation et de cet affaiblissement, le régime des Mollahs parviendra à étouffer la révolte comme il l'a fait dans le passé? Ça, évidemment, c'est un grand point d'interrogation sur lequel je n'ai pas de réponse et sur lequel personne n'a de réponse en réalité. En tout cas, il est clair qu'une chute du régime des Mollahs serait la bienvenue avant tout pour la population iranienne qui vit sous le joug d'une théocratie cruelle, et également évidemment pour la région dans la mesure où la principale source d'instabilité et de violence au Proche-Orient depuis 1979, eh bien, c'est évidemment la République islamique d'Iran. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été l'invité du Grand Journal aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et qu'on peut écouter cet échange notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci, bon après-midi. À bientôt.